Elle sait pas ce que c'est en fait d'avoir quelqu'un qui fout un lit dehors comme si j'étais un chien. Elle sait pas ce que c'est de se retrouver la tête en photo sur une poupée gonflable et de voir ma grand-mère qui pleure. Je n'ai jamais pu regarder ces images-là, je les ai découvertes là en fait. Tu sais, à la suite de l'interview en fait, parce qu'il me taguait cette personne. Et je me disais pourquoi on me reparle encore de cette personne-là et tout, laissez-moi avec cette personne. J'avais pas compris, j'avais pas fait le rapprochement. Et là j'ai vu des images, j'ai jamais regardé la télé pour ça. Aurélie, je suis ravie de te recevoir en interview en toute intimité. Moi aussi, je suis ravie de te voir. Moi aussi. On a une relation particulière parce que les vraies personnes qui me suivent ou qui nous suivent doivent forcément le savoir, mais t'es ma toute première interview de l'histoire de ma chaîne YouTube. C'était la première invitée qui m'a fait confiance. C'était le 26 avril 2015, tu t'en souviens? Ouais, c'était dans une suite 007. La suite James Bond. James Bond, oui. oui. Je tournais dans un hôtel à l'époque, je te voyais. Oh, je me rappelle. Et je me rappelle déjà, tu sais, qu'il y avait déjà eu vachement d'articles sur moi. Et il y avait eu des choses tellement trash déjà à l'époque. J'avais dit non. Je me rappelle parce que tu sais, ça m'avait marqué. Parce qu'on m'avait jamais posé cette question dans ma vie. Tu sais. Et là encore, tu vois, déjà, je trouvais qu'il y avait vachement d'amalgame sur le physique, le fait de faire un métier comme la télé-réalité et d'être forcément soit une escorte, soit... Et tu vois, il y avait déjà beaucoup d'a priori, en fait. Quand on regarde bien 8 ans en arrière. Oui, ça va faire 8 ans, le 26 avril prochain. Donc, il y a du temps qui s'est écoulé. Depuis, on s'est suivis, on s'est vus en interview, on a passé des moments ensemble. Je t'ai vu à la télévision, j'ai écouté les musiques que tu sortais. J'ai été bouleversé, comme beaucoup qui sont en train de nous regarder quand on a appris que tu avais laissé une lettre pour dire adieu à tes proches, à ta famille, à tes amis, à ta communauté, au monde. On était tous complètement bouleversés. Et tu expliques toute cette histoire. Et j'ai été extrêmement bouleversé en découvrant les pages de ton livre qui s'appelle « Brisé », parce qu'on pense te connaître, on croit te connaître. On le sait, je le savais que tu avais une histoire pas évidente, et encore c'est un euphémisme, mais on ne se doute pas, quand on a ton livre Brisé entre les mains, et merci de m'avoir offert cette chance-là de le lire pour pouvoir préparer cette... Merci à toi pour tes retours, parce que ils ont été très enrichissants. Et merci aussi pour le fait d'avoir pris de mes nouvelles, au-delà justement, tu sais, du travail, du business. Et ça m'a beaucoup touchée, notamment aussi quand tu l'as fait pour ma grand-mère. Et elle a été aussi beaucoup touchée. On l'embrasse, ta mamie. Ouais, mamie, je t'aime très fort. C'est un milieu pourri, hein. C'est un milieu, je dirais qu'aujourd'hui, de toute façon, tous les milieux sont quand même vachement difficiles. Mais dans ce milieu-là particulièrement, tu as l'impression, tu sais, qu'il faut écraser les autres pour exister. Et tu me connais, je suis aux antipodes de ça. Donc voilà, et je pense que tu le savais très bien qu'en voyant ce post et en réagissant justement, parce que tu me connais, je suis perfectionniste, je suis très méthodique. Et même là-dessus, tout était organisé sur le fait que je voulais partir depuis plusieurs mois. J'en parlais à des amis. Je leur ai même confié le fait de pouvoir sinon partir en Belgique pour l'euthanasie, etc. Et que je disais justement à mes amis qu'il faut être humain, qu'il faut ne pas juger les gens et les accompagner tout le temps. C'est-à-dire que même si une personne ne correspond pas à ce que tu aimes, ou n'a pas la même vision de vie que toi, ou les mêmes valeurs, ou la même culture, ou la même religion, il ne faut en rien la juger, en fait, parce qu'elle est unique, chaque personne est unique, et chaque personne a son point de vue. Et moi, j'ai toujours dit aux autres, quand on aime véritablement quelqu'un, on est capable de comprendre ses choix. Et donc, si tu veux, ce soir-là, quand, tu vois, il y avait ma grand-mère en haut, hein, donc ça ne m'a pas retenue. Elle était à l'étage? Elle était à l'étage en train de dormir et en fait les pompiers ont cassé le store. Je ne sais pas comment ils ont fait, ma grand-mère m'a raconté. Hein, et ma grand-mère en fait a été réveillée par un gros boom de la fenêtre. Et ils m'ont trouvée là et justement il y avait mes dernières volontés sur le lit, il y avait les médicaments, j'avais fait un cocktail Molotov pour
partir. Pour moi, j'étais plus là le lendemain. Pour moi, je serais enfin apaisée, tu comprends? Donc, c'était pas un appel à l'aide comme certains se posaient Non. la question sur les réseaux? Non. Bah, vous comprendrez d'ailleurs dans mon livre pourquoi. Enfin, je pense que tu l'as compris pourquoi. Parce qu'avec ma mère, tu vois, quand tu as l'habitude de vivre ça, des appels au secours, les gens le découvriront dans le livre, t'en es pas là quand vraiment tu veux partir. Que en fait, tu as l'impression, voilà, tu te dis, bon, ok, c'est cool. Je vois pas pourquoi, en fait, la mort devrait choisir pour moi. Pourquoi j'aurais pas le droit de choisir quand je veux partir? Quand j'ai fait ce que je pensais avoir donné le meilleur de moi-même, j'ai eu la chance de voyager, j'ai eu la chance de chanter, j'ai eu la chance de vibrer, j'ai eu la chance de vivre, de respirer, d'avoir une personne comme ma grand-mère à mes côtés. Et d'ailleurs, je voulais pas non plus la voir partir, tu vois, avant moi. Je veux pas qu'elle parte avant moi. Et tu te dis, bah voilà, demain, ça sera fini. Parce que, comme tu dis, les gens ne me connaissent pas, ne savent pas vraiment qui je suis au quotidien, ne me connaissent pas en réalité, ne savent pas forcément que j'ai pu vivre déjà le harcèlement avant, que depuis que je suis petite, je suis une artiste, que je ne le suis pas devenue après la télé, que justement, en fait, dans le livre, on comprend très bien que l'art, c'est quelque chose qui peut être un vrai exutoire et une vraie bouffée d'air frais. Tu vois, c'est-à-dire que moi, quand je chante des fois, et je prends d'ailleurs l'exemple hier soir, j'étais avec Lou, je chantais et j'ai pleuré. Et tu vois, c'est comme ça et c'est ça qui te permet d'être fort, d'être combatif au quotidien et de te rattacher à quelque chose. Qu'est-ce qui peut pousser à vouloir mettre fin à sa vie? C'est-à-dire, tu l'as dit toi-même, à prendre la décision à la place du destin, en fait, ou à la place de Dieu, si on est croyant, ou à la place de l'univers. Eh bien, des chemins de vie, le fait de ne pas avoir la chance de choisir sa famille. D'ailleurs, même toi, comme tu le dis, mes amis, tu sais, ils ont compris ces derniers mois, en fait, ma vie. Parce que même Alice, qui est ma meilleure amie, et même Laurent, Isabelle, enfin mes meilleurs amis, Bastien de Montpellier, tout ça, ils ne pensaient pas que j'avais une vie comme ça. Parce qu'avant, j'avais toujours un masque, même avec eux, en fait. Parce que je suis une personne qui justement, comme elle le disait hier, Alice, elle m'a fait pleurer dans mon taxi. Elle disait justement à Lou, par rapport au livre, tu sais, Aurélie, c'est très important que les gens comprennent que c'est une vraie amie. C'est-à-dire que même quand il y a sa grand-mère qui est malade, quand sa mère la pousse à bout, eh ben, elle est là pour les autres, elle va écouter, elle va essayer de t'accompagner, je suis comme ça. Si un jour je dors chez toi, tu verras, Lou, je dors chez elle en ce moment, donc voilà, je l'adore, c'est une personne de mon équipe et on a coécrit le livre ensemble. C'est une personne brillante et justement j'avais eu plusieurs propositions et grâce à elle j'ai aussi pu retrouver une joie de vivre dans le sens où mettre des mots sur mes mots, ça a été une vraie thérapie. Et elle me disait c'est trop mignon parce que j'étais un peu malade, tu m'as mis une bouteille d'eau et des mouchoirs à mon chevet. Je suis comme ça, tu vois, je mets les gouttes à mamie, je lui ouvre ses bouteilles d'eau, je lui fais ses courses, je fais le ménage, tu vois, je suis comme ça. Si je peux aider ma famille au quotidien, mais des fois, en fait, t'es comme attelard, tu t'effondres. Tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Et en fait, les peu de relations amoureuses que j'ai citées, puisque j'en ai eu d'autres, mais j'ai cité les plus importantes pour moi, dans le livre, tu vois, pour moi, c'était un peu la bouffée aussi d'air frais et le fait de se dire un jour, j'aurai la famille que je veux. Un jour, j'arrêterai à Noël d'être seule chez moi et de pleurer, ou j'arrêterai de pleurer devant cette à la maison quand j'étais ado, tu vois, en imaginant ça. Et la semaine dernière, Alice, elle m'a fait un audio et elle m'a dit, voilà comment se passait une journée chez moi. Ma mère, elle se réveille, elle joue du piano, elle s'occupe de moi avec mon frère, mon père. Et en fait, tu vois, j'étais tellement heureuse pour elle qu'elle ait vécu ça, même si moi, je ne l'ai pas vécu. J'étais heureuse pour elle. Et à travers son audio, en fait, j'ai eu l'impression pendant 2 secondes d'avoir, tu sais, une vie normale. Et en fait, aujourd'hui, ce livre, ça permet aux gens de voir qui je suis. Et pourquoi on en arrive à vouloir mettre fin à ces jours? Parce que, quand à chaque fois, tu essayes de donner le meilleur de toi-même, que par exemple, tu fais de la télé, tu te dis super, maintenant peut-être ça va être mon heure de chance, tu vois.
parce que tu pars de rien, du 93, tu essayes d'avoir une éducation, tu essayes d'être instruit, d'être cultivé, d'avoir des choses à dire, de ne pas être qu'un physique. Parce que quand on voit mon image, je suis pareille à l'intérieur, c'est-à-dire que je suis aussi exigeante avec moi-même tout le temps. Et je l'ai toujours été. Le but, c'est en fait de s'enrichir, de quand on apprend à connaître une personne, c'est ça la richesse pour moi, c'est par son vécu, répondre peut-être à certaines problématiques, peut-être justement grandir, évoluer, partager des choses ensemble. Et donc là, eh bien, si tu veux, je me suis dit, à chaque fois que j'ai voulu me réinventer, comme tu l'as vu, on m'a mis des bâtons dans les roues, je le raconte très bien dans le livre. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. J'ai essayé de faire de la télé en pensant que justement ça allait être la chance de ma vie, que j'allais pouvoir faire de la musique, parce que moi, la fame, ça n'a jamais été mon truc, tu vois. Il y a Aurélie et il y a Preston. Pour moi, c'est complètement différent. D'ailleurs, quand je m'écoute, je pense même pas que c'est moi. Le fait de, tu sais, de se dire, bon, bah voilà, demain, je me réveillerai, j'aurai plus besoin de faire ci, j'aurai plus besoin de répondre aux appels, j'aurai plus de ma mère, j'aurai plus besoin de culpabiliser. J'aurais plus besoin d'être là pour tout le monde, j'aurais plus besoin d'entendre des critiques sur ma voix, j'aurais plus besoin de plus avoir confiance en moi, j'aurais plus besoin de travailler sur moi pour apprendre à m'aimer, j'aurais plus besoin de me poser des questions sur mon père parce qu'en fait, on a répondu cet été, voilà, j'ai appris en fait ma vie, j'ai lu des lettres. D'ailleurs, je les ai découvertes à Éclou pendant qu'on écrivait le livre. J'ai lu des lettres même de ma famille de 1973. J'ai lu des lettres de ma mère. D'ailleurs, le livre commence par ça, où ça m'a troublée parce que j'avais l'impression que c'était moi qui parlais. Et on va en parler. Et donc, tu te dis, bah voilà, aujourd'hui, tu as fait ton maximum. Mais au final, le bonheur, tu l'as jamais vraiment connu et qu'à chaque fois qu'il t'a souri un petit peu, et ben, ça s'est aussi vite... Tu vois, en fait, j'avais l'impression d'avoir vécu 99% de souffrance pour 1% de bonheur à laquelle à chaque fois je me raccrochais. Ben, ce soir-là, je l'avais plus le 1%. Et ce soir-là, le 3 novembre, je t'ai entendu dire tout à l'heure, j'ai pris un cocktail. Il consistait en quoi ce cocktail? Ben, c'était pour pas se louper. Qu'est-ce que tu as pris? Tout ce qu'il y avait chez moi dans la pharmacie. J'ai même pris de la... alors que j'en ai jamais pris de ma vie. Qu'est-ce que tu as pris comme... De la... Beaucoup? Oui, j'avais commandé 8 grammes. Et j'ai fumé, parce que j'ai lu que fumer aussi, ça pouvait justement provoquer un infarctus avec les médicaments. J'ai tout regardé avant. Donc tu as fait un cocktail... Ouais. Tout. Médicaments? Tout. Alcool? Non, pas alcool, parce que je bois pas. C'est pas... Enfin, déjà, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas, mais même prendre un Doliprane, normalement, je le fais pas. Et là, si tu veux, je me suis dit, ok, au moins finir les choses bien, comme je l'avais mis, comme tout artiste qui se respecte. Et c'est une phrase qui percute, c'est une phrase qui fait mal. Quand tu dis, je vais quitter ce monde, je vais partir, comme tout artiste qui se respecte. Et c'est une phrase en même temps... Je me permets, parce qu'on se connaît depuis 8 ans, Aurélie. Sans filtre, je vais te parler simplement. Moi, qu'on soit là ou pas, tu le sais, c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que je vais te le dire. C'est une phrase aussi qui fait peur. Mais je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour comprendre avec ma communauté. C'est une phrase qui fait peur. Et c'est une phrase, j'espère, je comprends ta douleur et la souffrance que tu as pu avoir à ce moment-là, mais tu sais qu'il ne sera pas entendu comme c'est normal, si tu es un artiste, il faut que tu fasses ça. C'était pas dans ce sens-là. Je vais t'expliquer, quand j'ai mis comme tout artiste qui se respecte, c'est parce que la plupart des artistes, ils expriment leurs failles et leurs souffrances à travers leur art. Et en fait, la plupart des artistes sont au potentiel émotionnel hypersensibles et super empathes. Et il faut savoir que les super empathes, et je te laisserai découvrir ça parce que je pense que ça t'intéressera beaucoup, tel que je te connais, c'est en fait les gens qui sont le plus manipulés dans le monde par rapport à leur traumatisme et les complexes traumatiques de leur enfance. Voilà. Et donc moi, si tu veux, quand quelqu'un me raconte sa douleur, eh ben, c'est comme si je l'avais moi vécu. C'est comme, je suis une éponge. Et c'est en ça que, comme tu le disais tout à l'heure quand on parlait, quand je me faisais maquiller, tu me connais, j'ai jamais été méchante, j'ai jamais renvoyé de la méchanceté, je ne me suis jamais vengée de qui que ce soit, je ne suis pas comme ça, je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et ça, pour moi, c'est vraiment, tu vois, une ligne de conduite. Et tu n'as jamais dit telle personne est responsable de la TS que j'ai faite et pourtant les réseaux sociaux l'ont fait pour toi. Tu as dû le voir. Je l'ai vu, mais je ne pousserai jamais au harcèlement, je ne pousserai jamais à la méchanceté.
Et tu vois, en tant que super empathe, je peux comprendre que peut-être on ne connaît pas les histoires de tout le monde, que peut-être il y a des gens qui justement aussi ont eu envie de sortir de leur environnement, comme moi j'ai pu le faire, tu vois, ou des personnes qui justement n'ont pas réussi à régler certaines problématiques, certains complexes, certaines failles, et pensant qu'en étant comme ça, ils y arrivaient. On est tous jeunes, on fait tous des erreurs, et en ça, je ne jugerai jamais personne. Tu sais, à la fin de la journée, c'est soi-même avec soi-même. Et ce qui compte, c'est de pouvoir se regarder dans une glace. Moi, aujourd'hui, je peux. Qu'est-ce que tu as pensé de l'interview que j'ai enregistrée avec Néouda à sa demande? Bah alors déjà, félicitations et chapeau pour ton professionnalisme. Elle ne sait pas ce que c'est en fait d'avoir quelqu'un qui fout un lit dehors comme si j'étais un chien. Elle ne sait pas ce que c'est de se retrouver la tête en photo sur une poupée gonflable et de voir ma grand-mère qui pleure. Je n'ai jamais pu regarder ces images-là, je les ai découvertes là en fait. Tu sais, à la suite de l'interview en fait, parce qu'il me taguait cette personne. Et je me disais pourquoi on me reparle encore de cette personne-là et tout, laissez-moi avec cette personne. Et j'avais pas compris, j'avais pas fait le rapprochement. Et là j'ai vu des images, j'ai jamais regardé la télé pour ça. Là, tu parles de différentes images. Je pense que dans ton discours, tu fais aussi référence à un plateau que tu avais fait à l'époque, qui était un plateau parce que je cite justement le harcèlement. Qui débriefait justement le programme qu'envoyaient des candidats faire des projets choses professionnels horribles, à l'étranger. Des choses horribles. Tu étais invité sur ce plateau, c'était le Mad Mag, c'est ça? Oui, c'était ce plateau. Tu étais invité sur ce plateau. Je crois que tu acceptes d'y aller. J'y ai participé parce que c'était dans mon contrat. Non, puisque finalement, tu n'y vas pas sur ce plateau. En fait, j'y ai été au début. Tu sais, j'avais déjà participé une fois ou deux fois, je ne sais plus, je ne veux plus dire de bêtises. Et en fait, si tu veux, quand tous les soirs, je me faisais lyncher, parce que je voyais tous les soirs ma grand-mère qui pleurait dans le canapé, qui elle regardait, et moi je disais, s'il te plaît, je pars. J'allais au sport, me vider la tête, je ne voulais pas voir, tu sais. Parce que la seule chance qu'on a, c'est que quand on veut couper, avec les médias, on peut couper, tu coupes ton téléphone, tu coupes ta télé. Et ça, merci, il nous reste encore ça, tu vois, mais tu peux pas couper avec la réalité parce que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est un média qui est relayé après sur les réseaux sociaux, qui est relayé après dans la vraie vie. Tu vois? Donc en tout, quand tu fais ton sport tranquillement, tu fais ton sport tranquillement et qu'on est là en train de te critiquer parce que tu fais du sport. Mais les amis, qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi je mérite ça? Vous vous sentez mieux le soir en ayant lynché quelqu'un, en ayant tout fait pour qu'il quitte un tournage, et en plus de ça, mettre un animal mort dans mon lit? Sur ce plateau en question, j'ai le souvenir que tu n'y vas pas. T'en parles également même dans ton livre Brisé. Et il décide de te remplacer, c'est ça? En fait, si tu veux, je me faisais tellement lyncher, comme je disais, que ma grand-mère pleurait tous les soirs et je voulais pas être là et je regardais pas la télé en fait du tout. Et ce jour-là, je dis je suis désolée, je viendrai pas en fait parce que je n'ai pas signé pour ça, pour être la bête de foire, la victime qui se fait lyncher. Et je me suis dit qui c'est qu'ils ont invité et quand j'ai vu ça, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Tu sais, j'ai eu les oreilles qui se sont bouchées, j'ai eu un manque d'oxygène et de pression au niveau du cerveau et tout. Enfin, c'est horrible. Et je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Mais comment on peut faire ça? Et ils t'ont remplacé par une poupée gonflable, c'est ça? En disant, bah, elle n'a pas pu venir, mais voilà Aurélie Preston. Ouais, quelque chose et comme ça. En fait, il y avait une photo de moi découpée horrible qu'ils avaient scotchée sur la poupée. Donc, tu vois quelle connotation de te remplacer par une poupée gonflable en plastique sur un plateau télé? Bah, que je vaux pas mieux que ça. Est-ce que tu m'autorises, et encore une fois, tu me le dis, Aurélie, tu sais que tu peux être à l'aise, à te montrer 2 extraits vidéo Oui. qui te concernent? Je peux, j'ai pas envie de te faire mal aujourd'hui. Non, mais je veux dire, envie... c'est pas toi qui me fais mal, c'est ces gens-là qui m'ont fait mal, qui m'ont brisé justement au fur et à mesure, tu vois, c'est pas toi. Tu ne fais que justement de la prévention aujourd'hui en disant et en dénonçant que ça, c'est pas possible. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant que le bon Dieu n'ait pas voulu que je le rejoigne pour l'instant, pour justement avoir des beaux messages à retranscrire, de la prévention, d'être là pour les gens. D'ailleurs, franchement, merci et je vous aime très fort parce que j'ai eu l'impression d'avoir une énorme famille à la suite de ça. Il y a eu tellement de gens qui m'ont fait des messages d'amour exceptionnels, d'invitation même chez eux, en disant qu'ils allaient me redonner goût à la vie, mais rien qu'avec vos messages, je vous jure, franchement, vous m'avez été d'une grande aide et je vous aime très fort.
Et il n'y a aucun souci, justement, je veux aider parce que toutes les victimes, en fait, parce qu'on nous appelle tout le temps comme ça, nous, les super empathes ou les hypersensibles. Mais pour moi, il faut être très fort pour affronter tout ça. Donc on est loin d'être des victimes. Parce qu'une personne qui se lève tous les jours, un enfant qui va au collège tous les jours en subissant le harcèlement, la violence psychologique, et ben, quand elle va au travail, quand elle va à l'école ou autre, ça demande un courage de fou de continuer. Et ça forge. Donc pour moi, franchement, on doit le respect encore plus à ces gens-là. On le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux se sont chargés, après l'acte que tu as commis, d'accuser en ton nom, à ta place, des personnes qui ont participé à des programmes de télé-réalité avec toi, notamment Néouda. Néouda, c'est pour ça que par la suite, elle a souhaité s'exprimer et elle répondait aux accusations qu'elle subissait sur les réseaux sociaux. J'aimerais te montrer ce passage-là. D'accord. Je me sens aucunement responsable de ce qu'Aurélie a fait. Encore une fois, c'est un sujet délicat, je ne veux pas émettre de jugement sur ce qu'elle a fait. Mais je ne pense pas que quand elle a fait son acte, elle pensait à moi. En se disant, Néouda m'a fait ça, là, j'en peux plus, tac. À mon avis, Aurélie, j'ai entendu certaines choses, etc. Elle a eu, comme beaucoup de personnes, comme moi aussi, une vie pas forcément tranquille, simple, sans douleur. Je pense qu'elle a des blessures du passé. Elle a aussi vécu des étapes dans sa vie comme les réalités qu'elle a mal vécues. Mais ce n'est pas à cause de moi qu'elle a fait cet acte-là. Peut-être que pour eux, c'était que quelque chose dans un passage de ma vie, mais j'ai pas pu me réinventer derrière. Quand en fait tu essaies de réussir dans la musique, que tu investis tout ce que tu as. Et qu'on te dit non parce que vous avez fait de la télé et que justement il y en a qui me disent que vous chantez mal. Quand on vous critique sur un physique toute la journée, quand vous êtes la victime d'un programme, quand derrière dans la rue on vous parle comme ça, quand derrière on essaie de se réinventer en trouvant un travail même à l'étranger et qu'on nous dit « Ah non, vous êtes une personnalité publique, etc. » Ça participe. Alors bien sûr, je suis responsable, tout autant parce que j'ai dit oui. Parce que je ne savais pas dans quoi je m'engageais à l'époque, j'étais jeune et j'avais besoin d'argent pour manger. Voilà, clairement. Bien sûr que je ne pointe pas une personne ou une autre personne du doigt. Je dis juste que dans la globalité générale, quand on essaie de se construire toute sa vie sur un abandon, sur les 7 blessures de l'âme, l'humiliation, le rejet, et qu'on le revit en télé, quand on pense que ça va être sa seule chance de s'en sortir, bah c'est très dur en fait, parce que les gens ils brisent le château de cartes que tu as essayé de faire, où tu as essayé de t'aimer pendant 2 minutes et de savoir qui tu étais, parce qu'aujourd'hui, je ne sais même pas encore qui est vraiment Aurélie, puisque j'ai passé ma vie à m'occuper des autres. Alors bien sûr qu'au moment où je passe à l'acte, je pense juste à demain, j'aurai plus ci, demain, j'aurai plus besoin d'apprendre à m'aimer, demain, j'aurai plus à vivre le harcèlement, j'aurai plus à vivre ci ou ça, j'aurai plus à entendre des choses sur mon physique, sur ma bouche, sur ma voix, sur tout ça. Ça y participe. Mais je ne les accuse en rien. Je dis juste que j'ai eu la malchance, voilà, de tomber sur une saison aussi hard que ça. Mais moi, c'est pas grave, tu sais, je vais te dire quelque chose. J'ai pardonné tout le monde aujourd'hui, tu sais. Je n'y pense pas, je veux pas y penser. Je veux juste, en fait, pouvoir faire ce que je veux, pouvoir faire de la musique, pour pouvoir continuer, justement, d'avoir envie de vivre, de continuer de rencontrer des gens intéressants, de parler à ma communauté, parce que je prends le temps de leur répondre, même s'il y a énormément de messages et que je n'ai pas pu répondre à tout le monde, de continuer de voir qu'il y a quand même une once d'humanité. J'aimerais te montrer justement une deuxième vidéo, parce que c'était important pour moi de remontrer notamment une séquence qui avait choqué, qui avait indigné les téléspectateurs, d'autant plus aujourd'hui qu'elle retourne sur les réseaux sociaux. C'est la fameuse séquence du lit, qui avait valu, il me semble, des plaintes même auprès du CSA, donc l'organisme qui encadre la télévision, qui est aujourd'hui l'ARCOM. Regarde. Où on fait ça? Où on fait ça à quelqu'un? À la télé. Non. Et la télé, c'est un justificatif on fait pas ça, on fait pas ça ni... Je suis désolée, je vais couper, parce que je peux pas avoir ça, déjà, vraiment. Et non, on fait ni ça à la télé, ni ça dans la vie de tous les jours. On monte pas ça. Moi déjà, j'adore les animaux. J'ai vu un lézard mort dans mon lit. Tu te rends compte? Donc on prend un animal, on le tue déjà. On sacrifie un animal, on le met dans le lit de quelqu'un. Il y avait du sable, il y avait de tout dans le lit.
Je mérite ça? Non, je mérite pas ça. Il y a un passage dans le livre qui est extrêmement marquant. Je l'ai déjà entendu une fois auprès d'une autre candidate. Je ne savais pas que tu l'avais vu, que tu l'avais vécu te concernant. À un moment donné, tu parles que tu te rends dans les locaux d'une production pour laquelle tu as tourné. Tu vois les photos sur le mur de tous les candidats qui font partie de cette promotion. Et tu vois marqué au-dessus de ta photo « victime ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Ça rôle veut était dire prédéfini, parce que tu sais, pensé, songé, oui, anticipé, bien sûr. écrit? Tu sais, il y a le sadisme, le voyeurisme, la transposition. Il y a beaucoup de choses. C'est un schéma qui fait que la télé-réalité fonctionne, tu sais. C'est un schéma. Tout est pensé, avec une hiérarchie même dans la maison. Tu dis, j'ai alors la confirmation que non seulement la production ne m'a pas défendu, mais elle a aussi encouragé mon harcèlement et l'avait même scénarisé. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais déjà, quand un édito se permet de mettre une poupée gonflable, imagine sur un tournage où un jour correspond à 2 épisodes minimum. Il en faut du contenu. Mais si ça a été pensé avec anticipation, Parce qu'ils ont vu tu es en train mes de parler d'un failles. délit en fait. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais quand tu vois les failles de quelqu'un, quand tu sais que justement cette personne est fragile, et que tu vas encore plus loin. Donc en fait, encore une fois, on banalise la violence, on banalise la méchanceté. Et le problème, c'est ça aujourd'hui. Tout est banalisé. Tout est banalisé, que ce soit le harcèlement, la violence psychologique, le sexisme, tout est banalisé, le sadisme, tout. Et il n'y a plus de cadre. Et en fait, c'est en ça que l'être humain il a besoin d'un cadre. Je suis désolée, mais justement, il y a eu plus de 3500 plaintes au CSA. Honnêtement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de modérateur dans les programmes avant de regarder certains programmes. Ça me choque. Il doit y avoir des modérateurs. Je suis désolée, il devrait y avoir même des gens, on dit qu'il y a le chômage, ben voilà, des gens qui regardent les émissions avant qu'elles soient diffusées. Et c'est juste normal. Parce que c'est quoi le next step? C'est de faire comme en Russie avec Big Brother? Non, je suis désolée, c'est pas possible. Les gens, ils peuvent même pas sortir là-bas des téléréalités, tu sais. C'est grave. C'est quoi en fait? C'est toujours plus. Mais au final, merci. Et merci à ma communauté, et merci aux gens qui ont des valeurs et qui font partie de ma génération, de la trentaine, qui ont boycotté ce programme à la suite de ma saison, parce que c'était infernal et inhumain à voir. Merci. Aujourd'hui, elle n'existe plus, cette émission. Et elle n'aurait jamais dû exister, et ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Et quand je vois qu'aujourd'hui, justement, il y a des enquêtes qui sont réouvertes, et qu'il y a d'autres personnes qui se plaignent de ça, alors que moi, ça fait plus de 7 ans que j'essaie de faire que, justement, ça soit pris en compte et en considération, et ben, enfin, on met le doigt dessus. Tu as pu compter sur certains soutiens dans cette fameuse télé-réalité. Oui, dans ton par livre, contre, tu dis oui. là-bas, je retrouve la candidate Jazz qui a toujours été bienveillante envers moi. Oui, Jazz, je l'adore. On s'est rencontrés à Cannes, ça a de suite été un coup de cœur amical et je regrette, d'ailleurs, comme je l'ai mis, je regrette de ne pas être partie quand elle a voulu partir. Mais en fait, je pensais à la musique et à ma grand-mère. Voilà, je pensais sortir ma famille de la misère. C'était une des seules avec Mélanie Dacruz, puisqu'on peut lire Mélanie aussi Dacruz, que j'adore. dans cette villa, je rencontre une certaine Mélanie qui, comme Jazz, met d'un grand soutien. Heureusement, il n'y a pas que des requins en mer. Je retrouve également Eddie, que j'avais déjà croisé à l'Académie internationale de danse de Paris. Eddie me prend sous son aile, me pousse à danser avec lui. Nous tournons d'ailleurs un clip ensemble, on s'en souvient. J'enregistre également un single qui devient le générique de l'émission. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir Mélanie, Jazz, Eddie. J'ai eu la chance aussi d'avoir Nadège, parce que Nadège, aujourd'hui, on est très proches. Et pourtant, son nom est ressorti sur les réseaux sociaux. Certains l'ont accusé d'avoir contribué à ta descente elle aux enfers. Elle n'avait pas été gentille dans l'émission. Mais quand on s'est recroisés après sur un autre tournage, La Villa, où j'ai perdu mon père, en fait, 2 semaines avant d'y aller, Nadège a été incroyable avec moi et elle m'a offert un de mes meilleurs anniversaires de ma vie et je l'oublierai jamais. Jamais. Donc c'est en ça que je dis aussi qu'on est jeune et qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut se réinventer, des fois aussi ne pas réaliser. Et c'est en ça que ton interview m'avait troublée. Parce que justement, en fait, on peut assumer d'avoir fait des erreurs. Moi, j'ai peut-être fait une erreur d'avoir fait de la télé en pensant sauver ma famille parce que j'avais besoin d'argent. Et qu'au final, j'avais peut-être pas les épaules pour entrer dans une machine comme ça parce que pour moi, ça allait être des vacances et pas une descente aux enfers. Donc tu vois, il faut...
aussi, savoir jauger, ça part de responsabilité, comme dans n'importe quoi, et ben, on est toujours responsable à minima. Et moi, je sais reconnaître les choses, peut-être que ce n'était juste pas fait pour moi. J'aimerais te montrer un autre extrait vidéo. C'est une interview qu'on avait faite ensemble en conférence de presse. Tu rentrais du tournage des Anges. Ok. Tu avais déjà participé au Marseillais en Thaïlande avant. Ok. Et voilà ce que tu me disais, on est en 2016. Après, Oui, est-ce qu'ils t'ont sollicité pour faire... oui, après la revanche? oui. Non, parce qu'en fait, j'ai écrit un pavé, en fait, à la prod où j'ai dit que c'était scandaleux. Voilà, Tu voulais plus du tout tourner pour cette boîte de production. Non. Donc tu savais pertinemment de toute façon que tu n'avais plus rien à faire avec les Marseillais. Oui, puis de toute façon, je n'adhère pas forcément non plus Ouais. aux Marseillais. Voilà, on l'a vu. Je pense qu'ils sont dans leur délire et je critique pas. Mais je pense que je suis dans un autre délire. Et les anges, est-ce que c'est ton délire alors? Parce que c'est quand même différent, l'aventure est différente, l'approche est aussi différente. Mais on va dire que c'est quand même plus ce que j'aime. Après, je m'attendais à autre chose au niveau du soutien dans les projets pro. Je m'attendais vraiment à qu'on soit un peu une famille. Tu parles des candidats, bien sûr. Oui, je parle des candidats. Je m'attendais qu'on soit peut-être un peu plus une famille. À la fin, franchement, je m'entendais vraiment bien avec tout le monde. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on soit comme ça dès le début. Quand tu dis j'adhère pas non plus aux Marseillais, ils sont dans un délire et je suis pas et je suis dans un autre délire. Ils sont dans quel délire? Ils étaient dans quel délire? Bien, je dirais, si tu veux, que c'est dans le sens où, en fait, ils arrivent et la plupart du temps, ils ont déjà leurs idées de scénario, tu vois. C'est même plus la prod qui les gère, c'est eux qui sont très forts. Donc, ils savent déjà comment exister à l'écran, comment en faire. Et c'est en ça aussi que, aujourd'hui, tu vois, la télé-réalité, c'est en déclin parce qu'en fait, il n'y a plus rien de spontané, de naturel. Tout le monde a compris comment ça fonctionnait, les candidats ont compris. Et justement, il faut toujours aller plus loin, plus trash, plus machin. Moi, je sais que, tu vois, c'est pas mes valeurs et je suis pas prête à vendre ma grand-mère pour faire de la télé. Pourquoi t'étais si mal après ton tournage en Thaïlande? Je m'en souviens, c'était très difficile pour toi. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été coupées. D'ailleurs, dans le livre, j'explique aussi que la personne qui m'avait critiqué sur ma bouche n'avait pas... je la connaissais d'avant sur Montpellier. Je peux me permettre de le dire, puisqu'on en avait parlé en interview. La séquence, on la connaît. Boostiflore, Boostiflore, voilà, tu ressembles à exactement. Boostiflore des Pokémon. Et si tu veux, ça m'a fait beaucoup de mal parce que dans la rue, après, c'était Boostiflore. Tu vois, tout le temps, avec ma grand-mère, on se balade, on entend ça. Des choses qui sont horribles au quotidien. Le fait de ne pas pouvoir, en fait, limite, fallait pas que je chante. Tu comprends, quand Kim, elle va voir la prod et qu'elle dit elle n'a pas à chanter, c'est moi la chanteuse. C'est des choses qui sont... Pourquoi j'ai pas ma chance? Pourquoi, tu vois, d'être tout le temps, ouais, t'es une nouvelle, tu dois te taire. Mais non, je suis pas d'accord, on est tous des êtres humains, on est tous ici, on a tous la même place, on est sur un pied d'égalité. Moi, je sais pas, honnêtement, je veux dire, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables. Tu vois, je suis partie avec Paris Hilton et Jamie Foxx à Londres. Et ces gens-là m'ont appréciée et m'ont adorée parce que justement, je les ai considérés comme des êtres humains normaux et je leur ai même pas demandé une photo ou autre. Des années après, qu'est-ce que tu dirais à Jessica Thévenin qu'est-ce que tu lui dirais 8 ans après cette saison en Thaïlande, avec cette fameuse séquence qu'on connaît tous? Tu ressembles à Boostifleur des Marseillais. Je lui dirais que je la pardonne. Boostifleur des Pokémon, pardon. Ouais, je lui dirais que je la pardonne. Que juste aujourd'hui, je pense que maintenant, il faut comprendre que ça ne sert plus à rien de juger quelqu'un, parce que dans la vie, on ne sait jamais, et qu'au vu d'aujourd'hui, de son évolution physique, eh bien, elle aurait peut-être pas dû dire ça à l'époque, parce qu'elle n'aimerait pas aujourd'hui que quelqu'un en télé lui dise ça. Elle t'a écrit par la suite? Non, jamais. Non, on s'est croisés à Dubaï, et son compagnon Thibaut, on s'est dit bonjour, et il m'a dit qu'il adorait ma musique, mais elle ne m'a pas dit bonjour, non. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas grave. Moi, Ces comportements, ils étaient acceptés, ils étaient tolérés, est-ce qu'ils étaient poussés? Est-ce qu'ils étaient demandés par la production? Est-ce que c'était aimé quand des candidats disaient ça sur les autres? Oui, bien sûr. Tu sais, la production, plus ça y va. Et c'est en ça que je disais justement dans l'extrait que les caméramans, qui aussi bossent pour Arte, bossent pour des vrais documentaires, ils étaient outrés de voir autant de violence, tu comprends? Donc en fait, limite, les caméramans et les journalistes
Enfin, certains journalistes étaient allumants. Tu vois, il y en a un que j'adore qui s'appelle Bastien, avec qui j'ai fait Les Anges. Aujourd'hui, il m'a proposé même d'aller à Dubaï chez lui. Tu vois, il m'a dit Auré, ça me ferait trop plaisir. J'espère que ta grand-mère va bien. Et quand tu dis dans l'extrait qui date de 2016, en sortant des Marseillais, j'envoyais un pavé comme ça au producteur. Oui, Qu'est-ce c'est la que tu vérité. disais, qu'est-ce que tu disais dans ce pavé? Que c'était un manque de respect, que je me sentais trahie, que honnêtement, j'étais pas prête à tout pour le buzz, mais qu'apparemment, eux, oui. Mais qu'en fait, il y a aussi l'être humain et les droits de l'homme, et que pour moi, c'est inconcevable de vivre des choses comme ça, et qu'il faut vraiment être horrible, dérangé et à la limite du sadisme pour accepter des scènes comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu à ce pavé? Un rien. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais parce qu'en même temps, qu'est-ce que tu voulais dire? Que j'avais raison. Il faut avoir le courage de dire quand une personne a raison. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Je leur dirais qu'en tout cas, ça leur a pas servi. Et que je pense qu'aujourd'hui, avec la telle déferlante qu'il y a sur le cyberharcèlement, le harcèlement télé-réalité, et qu'au final, ils ont couru eux-mêmes à leur perte. Parce que s'ils avaient proposé des choses plus divertissantes, plus sympas, plus funny et plus healthy mentalement, eh ben on n'en serait pas là aujourd'hui. La télé-réalité, c'est déjà en plein déclin. C'est en plein déclin. Pourquoi? Parce qu'il y a rien. Parce qu'en fait, derrière, ça pousse les jeunes à quoi, en fait, à l'école? À harceler le premier de la classe ou le plus... Parce que moi aussi, ça m'a toujours fait rire quand on dit victime, parce que le faible a la facilité à critiquer ce que le fort fait. Parce que je suis désolée, mais quand moi, on laisse de la nourriture dehors, ouverte, sur la table, je peux pas. Je sais ce que c'est de crever la dalle. Je peux pas. Tu vois? C'est des choses comme ça qui font que c'est pas possible. La prod, elle va prendre ta brosse à dents, elle va la mettre dans la salle de bain d'une autre personne. Tu vois? Et je tiens à dire aussi qu'une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer et tout sur le tournage, c'était Mila. Et elle m'a d'ailleurs écrit, Jazz aussi. Elles ont été super avec Mélanie. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mila, pour toi? Mila, ça a été mon amie. On s'est revus derrière à Montpellier. On s'est parlé. À chaque fois, elle a partagé mes musiques. D'ailleurs, Léana aussi. J'ai eu beaucoup de soutien. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec Jeff aussi, d'ailleurs. Voilà, qui a été là. Et hors caméra, elle m'a dit, moi, je m'en fous. Je veux pas que tu parles de caméra ou pas. Il me dit, je pense que toi, comment on regrette d'avoir participé à cette émission. On a été... Jeff, avec qui c'était compliqué pourtant, fut un temps. Oui, et ben tu vois, là, il a été là pour moi. C'est incroyable, ça. Ça a été incroyable. Il m'a même dit, je te fais visiter Marseille, on va manger. Voilà. Et je le dis, alors qu'il m'avait dit, on le garde en off, mais parce que ça m'a touchée. Et humainement, je veux le dire. Voilà. J'aimerais te lire un passage. Moundir aussi. Moundir, qui est mon ami, depuis toujours. Depuis les Marseillais. C'est mon ami. Tu comprends qu'il fasse plus partie de la production qui produisait les Marseillais? Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pour moi, c'était normal, il s'est respecté. Voilà. Quand on lui manque de respect sur une séquence, c'est normal qu'il se respecte et qu'il arrête. Voilà. Et puis de toute façon, pour moi, Moundir, c'est une personne extraordinaire et elle mérite beaucoup mieux que ça. J'aimerais te faire réagir à un passage de ton livre qui est important, intéressant, qui peut apporter, je pense aussi beaucoup. Oui. Je peux te le lire? Bien sûr. Souvent, donc là tu parlais, c'est après la Thaïlande. Souvent la production nous demande d'interagir avec un autre candidat, lui parler, lui faire une déclaration d'amour, des reproches, créer une dispute. Une situation est donc scénarisée par la production et jouée par un candidat. L'interlocuteur en revanche n'est pas au courant de la mise en scène, sa réaction est donc réelle, ces scénarisations créent beaucoup de confusion. Nous ne savons jamais si une situation est créée de toutes pièces ou si elle est spontanée. Parfois, les candidats sont sincères et d'autres fois, ils sont juste en train de chercher la complicité de la production à créer de l'audimat. Oui. C'est-à-dire que si tu veux, c'est comme si moi, là, je viens. Enfin, imaginons que là, il y a une personne qui vient et qui dit Sam, il faut que tu parles de tel sujet à Aurélie. En fait, je sais pas si tu... Moi, je vais avoir le côté réel. Toi, tu vas avoir le côté télé et moi, réalité. Tu vois? Parce que, en fait, ma réaction va être réelle. Et toi, tu vas avoir le côté télé. Sauf qu'il y en a qui en abusent, qui en surjouent, ou il y en a qui vont voir la prod et qui vont dire est-ce que je peux faire ci ou ça, ou qui vont préparer eux-mêmes leur séquence. Tu comprends? Il y a des candidats pour toi qui font partie de la prod, ça veut dire? Non, qui sont, comme je disais avant, plus forts que la prod et qui ont compris le schéma. Qui sont plus forts que la prod. Vraiment. Ça veut dire qu'ils savent quoi faire Voilà. pour attirer la caméra. Voilà, exactement. Ils deviennent des chouchous de la prod? Bien sûr. Mais Ils bien deviennent sûr, des il chouchous. y a une hiérarchie. Des chouchous ou des pantins de la prod? Qui Les deux. articule les ficelles? Les deux. Les deux. Jusqu'au jour où tout le monde vieillit
et tout le monde est remplacé parce que personne n'est irremplaçable. Donc voilà, pour moi, c'est les deux. Ils sont aussi bien chouchous que Pantin. Et c'est aujourd'hui aussi pour ça que quand moi, à l'époque, j'avais dit justement on n'avait jamais reçu nos contrats, maintenant les langues se délient et tout ça. Mais si tu veux, pour moi, c'est pareil. C'est la même chose. Mais si tu veux, ce que je peux trouver vraiment, vraiment hard, c'est quand justement tu as une Mélanie qui te défend et que la prod te dit ce soir, il faut que sur un job, tu la rendes jalouse. Je me rappelle, j'étais dans la chambre parce que tu n'as jamais le droit d'enlever ton micro. Et il y avait Mélanie en face de moi. J'étais comme ça parce que je voulais pas me disputer avec elle parce que je l'aimais, tu vois, vraiment comme une amie. Et je voulais pas ça. Et je lui passais un message, tu vois. Mais t'imagines que même ça, des fois, il l'entendait. Donc, il fallait vraiment... et c'était dingue. Et des fois, il nous filmait même la nuit en infrarouge. Et tu devais dormir avec ton micro à côté de toi sur la table de chevet allumé. Tu vas aux toilettes, t'as même pas d'intimité. Tu dois poser ton micro à côté de la douche. Tu n'as pas l'heure. Mais tout ça, justement, tu vois, j'ai pris un plaisir à le raconter dans le livre. Parce qu'il y a des fois où tu n'arrives pas à mettre de mots sur certaines séquences ou sur certaines choses que tu as pu vivre. Et à l'écrit, ça passe beaucoup mieux. Comment tu souhaites conclure cette interview, Aurélie? Quel est le message que tu as envie de faire passer? En toute sincérité, voilà, en toute intimité, en toute sincérité, déjà j'ai envie de remercier toutes les personnes qui m'ont écrit. Merci à toi, Sam, pour ta fidèle amitié et que ça m'a vraiment touchée que tu m'aies écrit. J'espère que vous me découvrirez vraiment au-delà d'une vitrine Instagram qui pour moi n'est rien. Et j'espère que justement vous serez encore plus de personnes à relayer des beaux messages, des messages d'amour, d'humanité, parce qu'en fait on choisit son chemin dans la vie et moi je pense que le plus beau chemin c'est l'amour, c'est l'être humain et c'est d'être connecté et justement de soutenir son prochain plutôt que de le juger. Et de savoir s'aimer soi-même pour aimer les autres et de savoir être honnête avec soi-même pour être honnête avec les autres, je pense que c'est important. Et voilà, d'être vraiment dans la prévention de la méchanceté, du harcèlement, de la haine, de vraiment passer des beaux messages, justement aider les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance d'avoir une vie toute rose comme moi, de pouvoir aller à leur rencontre, de pouvoir aussi aider à avoir un accès à l'art pour tout le monde, parce que l'art, ça m'a sauvé la vie quand j'étais jeune. Et voilà, en fait, d'avoir plein d'actions comme ça qui soient belles et qu'on se batte tous ensemble pour ça plutôt que de faire la guerre. Voilà. Merci Aurélie. Merci à Ton vous. livre Brisé, il est disponible à la commande sur Amazon et on peut te retrouver bien sûr sur tes réseaux sociaux. Ton compte d'artiste, c'est Preston Sound. Oui. Je te remercie. Merci à toi, pour ta confiance, merci. pour toutes ces années. Ça va faire 8 ans bientôt. Ça passe très vite. Ça. On va le fêter. Non, mais c'est certain, on va le fêter. Ouais. On va organiser quelque chose même. Allez, c'est bon. On va organiser quelque chose. Merci pour votre fidélité, pour votre loyauté, pour votre compréhension, pour votre bienveillance dans les commentaires. Et comme je le dis toujours, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas une personne. Accompagner et pas juger. Accompagner, pas juger. Et la richesse, c'est d'écouter, de se mettre à la place. Exactement, l'empathie. Voilà. La base. On vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Merci.